Bonjour et bienvenue dans cette séance où nous allons traiter d'un problème pas très compliqué en réalité, mais qui peut parfois vous poser problème. Surtout si vous n'habitez pas à côté de reliefs et de chaînes de montagnes. Il s'agit des failles inverses, qu'on appelle aussi chevauchements, et des plis. Pour voir ces structures, il faut se déplacer sur le terrain et voir sur des falaises, à l'affleurement, disent les géologues, des roches former des dessins comme ceux que je vous montre à l'instant. Voilà, ici un pli magnifique. Là, vous avez ici une faille qu'on arrive à lire sur le terrain. Et là, un mélange des deux, une faille et un pli ensemble. Toutes ces structures ont la même cause, la même origine. Les géologues appellent ça la convergence. C'est donc associé, la convergence, à la tectonique des plaques. Mais quand on vous parle de tectonique des plaques, en première S, vous pensez-vous surtout au mot plaque. Ces grandes plaques lithosphériques qui bougent, se déplacent, convergent, divergent ou coulissent les unes par rapport aux autres. En revanche, vous oubliez le mot tectonique. Qu'est-ce que ça veut dire tectonique? Ce n'est pas une danse. La tectonique, c'est la science qui étudie la déformation des roches. C'est donc la science qui traite des failles normales, des failles inverses, des plis, etc., etc. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est uniquement les conséquences de la convergence. Failles inverses et chevauchements et les plis. Allez, c'est parti, suivez-moi. Voici les Alpes. Au tout début de son histoire, les Alpes, c'est pas une montagne, c'est un bassin sédimentaire, c'est-à-dire un creux. Dans un creux, l'eau va immédiatement s'engouffrer et remplir tout l'espace. Une fois que l'eau est à l'intérieur de ce bassin sédimentaire, les fleuves vont alimenter en sédiments cet espace. Alors, nous sommes au Trias, et au Trias, au début de l'ère secondaire, des sédiments se déposent au fond de la mer. Comme la surface de l'eau est plane et horizontale, les couches de sédiments se déposent planes et horizontales. La durée d'un tel dépôt, c'est plusieurs millions d'années. Et pendant plusieurs millions d'années, une couche sédimentaire de quelques mètres seulement va se former. Et puis les conditions sédimentaires changent. On arrive par exemple au Jurassique, et là, des terrains plus calcaires se déposent. Du coup, une couche de couleurs différentes avec des fossiles différents à l'intérieur qu'on va pouvoir identifier, reconnaître et dater apparaît. Après le Jurassique, une nouvelle période commence, c'est le Crétacé, avec des sédiments cette fois-ci un peu plus sombres, un peu plus argileux. Nous avons ici donc 3 couches sédimentaires déposées l'une sur l'autre. Alors, vu de profil, si on regarde ces couches, on distingue bien des couches fines, mais étalées sur une grande surface et qui sont horizontales et planes. Ça, c'est leur vraie couleur. Maintenant, je vais prendre les couleurs de l'histoire géologique. Le Trias est en violet. Donc, je vais prendre des craies de couleur bleue et de couleur rouge. Je vais les broyer finement, avec beaucoup de délicatesse, de manière à obtenir une poudre de couleur violette. Cette poudre violette va me permettre de colorer mes sédiments du Trias dans un modèle analogique de chaîne de montagne. Voilà le modèle. Je dépose ici donc une couche de sédiments violets, donc du Trias, et avec un tasseur, je vais faire en sorte que cette couche soit bien horizontale et plane. Alors on y va, je tasse tout ça. C'est pas super simple, hein. Évidemment, les sédiments analogues ici, c'est du plâtre et ils ont tendance à s'envoler. Voilà, avec le doigt, c'est plus simple. Je dépose du Jurassique en bleu, du Crétacé en vert, et je finis avec une couche jaune qui représente l'Éocène, c'est-à-dire les sédiments tertiaires, les plus récents qu'on peut trouver dans les Alpes. Après cette période, l'Éocène, la mer va disparaître car le niveau du sol monte, nous passons en convergence, et du coup, on n'a pas de sédiments plus récents que l'Éocène. Avant de réaliser l'expérience chaîne de montagne, je vais prendre des mesures indispensables. C'est
la hauteur initiale de mes sédiments. Alors, je prends la mesure en partant de 0 à la base, ce qu'on appelle le socle en géologie, donc de 0 à 4,5 cm. Ça, c'est ma hauteur, et on s'en souvient. Maintenant, je prends la longueur du modèle, la longueur dite initiale. J'ai ici 30 cm, et là, environ 9 cm de plus, ça fait 39 cm. On retient donc une hauteur de 4,5 cm et une longueur de 39 cm. Allez, c'est parti, on va réaliser une chaîne de montagne, c'est-à-dire qu'on va appliquer la convergence. Je fais rapprocher ce bloc de ce bloc en actionnant ici un système de tapis roulant. Donc regardez bien, on y va tout doucement. Là, regardez déjà, je fais une pause ici et on voit immédiatement apparaître ici une faille inverse. Là. Et là, une autre faille inverse. On a un éventail de failles inverses. On continue. Voilà. Ça y est. Je vais m'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, quand on regarde ce modèle, on réalise immédiatement que la longueur a diminué. Je vais donc à nouveau mesurer cette longueur. Ici, j'obtiens 26 cm de longueur. Mais en même temps, la hauteur a augmenté. J'ai même obtenu des sédiments qui ont dépassé la surface, la hauteur là, que je m'étais fixée. Donc ici, je reprends la hauteur et là, j'arrive au maximum à presque 8 cm. Mais si on regarde maintenant, on explique tout d'un coup ce qui s'est passé au col du Galibier. Regardez ces sédiments ici, ça c'est de l'Éocène. Cet Éocène se retrouve maintenant par-dessous du Crétacé, c'est-à-dire un terrain plus ancien. Et c'est comme ça que j'explique un contact anormal. Une roche récente sous une roche plus ancienne. Si j'avais continué mon déplacement de mes failles, j'aurais pu aller jusqu'à faire apparaître du Trias par-dessus l'Éocène. J'ai pas pu le faire ici parce que mon modèle est trop réduit. Mais vous comprenez assez bien que c'est ce que j'aurais pu obtenir. Avec un stylo rouge, je vais indiquer les contacts anormaux qui se dessinent sur mon modèle. On remarque qu'ils forment un éventail à droite et à gauche, exactement comme dans les Alpes. Ces contacts anormaux sont des failles inverses. Je les indique par des demi-flèches qui montrent que le bloc du dessus chevauche le bloc du dessous, et ceci à gauche et à droite. Maintenant, je vais indiquer les hauteurs finales obtenues sur ce modèle. Ici, donc, je note H1 que j'ai mesuré, en tenant compte en plus de la partie qui est au-dessus de ma plaque de plexiglas. Et je note également la longueur L1 obtenue au final. Ici, je constate donc un raccourcissement des structures. Ce raccourcissement a été obtenu grâce à une tectonique en convergence que j'ai appliquée avec mon modèle. Voilà, on a réalisé une expérience analogique qui nous montre comment on peut obtenir une chaîne de montagne en laboratoire. Cette chaîne de montagne reproduit la réalité telle que nous l'avons observée. Mais quand on fait une expérience, on peut aller un peu plus loin en faisant quelques calculs pour exprimer les choses de manière mathématique et physique. Ici, rappelez-vous, on avait pris la hauteur initiale et la longueur initiale du modèle. Du coup, je vais l'écrire au tableau. La hauteur initiale était de 4,5 cm. La longueur initiale était de 39
cm. Ici, on a mesuré la hauteur finale et la longueur finale. Alors, ce qu'on obtient, c'est hauteur finale, je vais l'écrire ici, la hauteur H1 qui atteint 8 cm, tandis que la longueur finale n'est plus que de 26 cm. Et là, je vois immédiatement que j'ai perdu en longueur, alors que j'ai gagné en hauteur. Les physiciens, là, s'intéressent aux variations et l'expriment sous la forme d'un delta. Donc, on va utiliser le même vocabulaire qu'eux. Le delta H et le delta L. Le delta H, c'est la variation de hauteur. C'est donc H1 moins H0 sur H0. On multiplie en général par 100 pour éviter d'avoir des chiffres à virgule. Et ça va nous donner en quelque sorte un pourcentage. Pareil pour la longueur. Longueur 1 moins la longueur 0. Le tout divisé par L0 fois 100. Là, j'ai besoin de ma calculatrice. Je vais la chercher. Et là, voilà, je n'ai plus qu'à faire mes petits calculs. Alors, 8 moins 4,5 égale, divisé par 4,5 fois 100, j'obtiens 77%. Ce chiffre est positif. J'ai donc eu une augmentation de hauteur de l'ordre de 77%, ce qui est considérable. Au contraire, la longueur, elle a diminué. On est passé de 39 à 26. Et là, j'obtiens 33,333. Mais attention, la variation est cette fois-ci négative. Et là, le géologue peut conclure en disant: quand on a des failles inverses, on a une convergence. Donc, cette convergence, elle amène à un raccourcissement des structures de moins 33% ici dans le modèle, et un épaississement des structures, ici plus 77%. C'est pour ça qu'en terminale, on vous prononce cette phrase magique: les failles inverses sont compatibles avec le raccourcissement et l'épaississement des terrains en contexte convergent. Et voilà, c'est tout simple. De la même manière, si je veux montrer une déformation non cassante, je dois prendre des matériaux un petit peu plus souples et appliquer une déformation en convergence, donc en poussant sur mes mains. Alors attention, j'y vais, j'appuie des deux côtés, et là vous voyez, les couches se déforment, glissent les unes sur les autres, et j'obtiens ici un pli. On remarque que toutes les couches ne se plissent pas de la même manière, j'ai donc des disharmonies à l'intérieur du pli. Arrivé à ce stade, j'ai une surface voilée, donc qu'on appelle un pli. Ce pli est compatible à nouveau avec le raccourcissement des structures et l'épaississement des structures en contexte convergent. J'obtiens donc exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas cassé, je n'ai pas de faille. Si je continue à plisser, regardez un peu. Alors à ce moment-là, la gravité va l'emporter. Et à un moment donné, mon pli va basculer. Voilà. Ici, j'obtiens ce qu'on appelle un pli couché. Le problème, c'est que quand les géologues découvrent les plis couchés sur le terrain, l'érosion a enlevé en général une partie de ce pli et on a l'impression que les forces qui sont à l'origine de plis de ce type sont verticales. C'est bien sûr complètement faux. En réalité, les forces sont toujours horizontales dans les chaînes de montagne, et c'est simplement que quand les forces ont poussé vraiment très très loin les roches, alors à ce moment-là, elles forment des plis en S, et les couches donc se déforment comme du papier. Voilà, nous avons terminé cette démonstration et explication des déformations de type faille inverse, pli dans un domaine de chaîne de montagne où la convergence provoque le raccourcissement et l'épaississement des structures. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.